on était parti dans un système de coexistence de deux systèmes juridiques et juridictionnels, ce que certains ont appelé dualité juridique ou dualisme juridictionnel, où on avait le droit traditionnel, inspiré essentiellement des coutumes et rassemblé dans un document qu'on appelait le coutumier, et puis le droit civil moderne, hérité de la colonisation, même si ça avait été spécialement réaménagé pour être applicable dans les anciennes colonies dont le Bénin faisait partie. Donc on avait ces deux systèmes juridiques avec des citoyens dits indigènes ou autochtones à qui le droit traditionnel s'appliquait. Et il y a ceux qui ont acquis la citoyenneté française, qui étaient donc des citoyens français à qui le code civil s'appliquait. Donc vous voyez, dans un même pays, on avait ce double système. Mais entre-temps, nous avons eu l'indépendance. Nous avons proclamé une nation et nous avons évolué vers la démocratie, l'état de droit. Cela imposait d'unifier le système juridique pour tous les Béninois. C'est de là que l'initiative du Code des personnes et de la famille est partie. Et de 1994, il a fallu aller en 2004 avant l'adoption du Code. Donc vous avez le débat a été long, les passions avaient déchaîné parce que quelque part, c'est une réglementation qui touche chaque individu d'abord dans sa personne et ensuite en tant que membre d'une famille. Et le coutumier du Dahomey, comme vous pouvez vous en douter, est un coutumier qui a été largement inspiré, on va dire, des lois du Code Napoléon qui était en vigueur. Et ce qui caractérise le Code Napoléon, c'était vraiment que tout était... D'abord, c'était une loi faite par des hommes et tout était calqué sur la puissance de l'homme. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas des sujets de droit. Donc, il n'y avait aucune égalité entre la femme et l'homme. Il n'était pas question qu'une femme travaille, qu'elle ait ses propres revenus, qu'elle hérite de quoi que ce soit, ou qu'elle prétende à passer son héritage à quelqu'un. Tout ça, en fait, elle n'était pas un sujet de droit. Elle ne pouvait pas contracter toute seule. Donc, en fait, elle était considérée comme... elle était classée au même rang que les enfants. Donc, sous tutelle du mari. Seuls les enfants légitimes nés dans le mariage pouvaient hériter de leurs parents. Donc, les enfants dits adultérins n'avaient pas les mêmes droits que les enfants légitimes. En matière de divorce, dans le Code Napoléon, le seul divorce qui était reconnu, c'était le divorce pour faute. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le divorce, les causes du divorce, les motifs légitimant un divorce n'étaient pas les mêmes pour l'homme que pour la femme. Je me souviens pour l'avoir plaidé énormément à l'époque. Pour ce qui est de l'adultère de la femme, la cause, on parlait de faisceau d'indices concordants, indiquant qu'il y aurait adultère. On parlait de faisceau d'indices concordants. Donc, le juge, et je dirais avec les grandes suggestions de l'avocat du mari, était libre de considérer tel indice comme étant tel indice et tel autre comme constituant un faisceau d'indices dits concordants de nature à présumer de l'adultère de la femme. Tandis que pour la femme, pour qu'elle puisse obtenir un divorce pour faute basé sur l'adultère, il lui fallait rapporter la preuve que la concubine ou la maîtresse était amenée au domicile conjugal. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, la question de l'adultère était une question qui relevait du droit pénal. L'adultère était pénalisé. Moi, j'ai défendu
des personnes qui sont allées en prison pour adultère. Parce qu'à côté du code civil Napoléon, il y avait le code pénal Bouvenet, qui était applicable aussi au Bénin. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Vous savez, avant, quand une femme va accoucher, on lui demande, la sage-femme lui demande, puis aussi Tolo, excusez-moi, qui est le père? Et on donne un nom. On peut donner Kikan, on peut donner Aransou, on donne un nom et c'est marqué. Alors que le monsieur, le jour-là, peut-être que le monsieur ne savait même pas qu'on donnait, qu'on mettait au monde un enfant qui portait son nom. Et après, vous voyez des enfants à 23 ans, à 24 ans, au moment de recevoir la dot, on dit, ah, il va chez ton père. Et l'enfant va cogner à la porte là-bas, on dit, moi, je ne te connais pas. On a eu des procédures comme ça, c'est après 23 ans, 25 ans qu'on vient faire une action en contestation de paternité. Et le législateur a dit aujourd'hui par rapport à ça que si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête, et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas méconnaissance des tests et pas refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y a rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Je prends la question de la dot, je prends la question de la polygamie. Dans le code des personnes et de la famille, l'évolution était que la dot a un caractère symbolique. L'objectif étant de cesser de faire de la dot un motif de considération de la personne de la femme comme une marchandise, un bien qu'on a acquis chèrement, pour lequel on a payé cher. Et le fait que la dot ait un caractère symbolique a permis en quelque sorte de changer, on va dire, au plan sociologique, le regard que l'on pouvait avoir sur la femme. Le statut de la femme, bien de l'homme, selon le coutumier, dans l'esprit du code Napoléon, ce statut a changé, elle est devenue un être à part entière qui peut poser des actes juridiques. Mieux, la question par exemple du domicile conjugal, qui est très importante parce que la question des violences faites aux femmes est une question qui est devenue aussi cruciale. La connaissance, l'introduction des droits humains, je vais dire, dans la législation et l'interdiction des violences faites aux femmes a fait que la femme, dans le code des personnes et de la famille, suivra certes son mari au domicile qu'il a fixé, mais
Ce que le Code des personnes de la famille apporte, c'est que si cet endroit-là constitue pour elle un danger, elle peut saisir le juge pour que le domicile soit changé. Quand on discute des questions de couple, on oublie les droits des enfants. Donc le Code des personnes a essayé quand même de mettre un accent sur ces rapports horizontaux entre les époux et verticaux avec les enfants, sur les obligations des parents, des deux parents vis-à-vis des enfants. Ce n'est plus seulement le père qui est responsable de l'enfant, mais la mère est aussi responsable de l'enfant. Ce n'est plus seulement le père qui doit pourvoir aux besoins des enfants, mais la mère aussi doit pouvoir contribuer à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Quand je prends par exemple la question des personnes, on est habitué à vivre sans une existence juridique, sans avoir d'acte de naissance, et c'est quand on est dans le besoin qu'on va s'en fabriquer un acte, qu'on va s'en fabriquer d'une certaine manière. Avec le Code des personnes et de la famille et les lois qui ont suivi pour modifier, la question de l'identification de la personne est en train d'être réglée. Déjà après 10 ans de mise en application, il y a eu des travaux de réflexion qui ont proposé une relecture avec même des amendements apportés. Ça veut dire que si déjà en 2014, il y a des points qu'on a trouvé nécessaires de relire pour corriger, c'est tout à fait normal qu'en 2024, après 20 ans de mise en application, qu'on s'asseye pour réellement pas faire des modifications à bout par bout, comme on en a vu en matière des personnes, mais surtout sur la question de la famille et des successions. Il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Et ce n'est pas les praticiens de droit, notamment les notaires, qui vont démentir qu'en matière de succession, il y a parfois des points d'ombre ou des silences qui donnent lieu à des interprétations tendancieuses. Donc, il y a encore des choses qu'il faut revoir à ce niveau. Et même en matière de la famille, je pense qu'il faut mener encore la réflexion. Mais la question de dot et de connaissance de famille, ça pose encore problème. Ça pose encore problème. Quel a été l'esprit de législateur il y a 20 ans, au moment où il inscrivait la dot dans le Code des personnes et de la famille? Quelle est aujourd'hui la pratique sur le terrain? Est-ce que cela répond à l'esprit du législateur? Ou est-ce qu'il faut revoir et tenir compte de la pratique sur le terrain?